Cette nuit, l'armée américaine a bombardé l'Iran pour la 9e nuit consécutive, un truc comme ça. 9 nuits. Le cessez-le-feu donc est mort. 3 soldats américains sont morts également. Le pétrole est au-dessus des $90, sur le Brent en tout cas. L'inflation ressuscite. Et vous savez ce que font les marchés ce matin ? Rien. Rien du tout. Trump n'a rien dit hier soir. Les futurs sont parfaitement flat, comme un électrocardiogramme de lundi matin. Le monde brûle et Wall Street regarde l'incendie en se demandant une seule chose, est-ce que Alphabet va battre le consensus mercredi ? Et moi, après 30 ans de marché, je vais vous dire un truc, c'est exactement ce genre de calme-là qui me fait peur, parce que j'ai déjà vu ce film plusieurs fois, et il finit pas toujours très très bien. Alors, restez jusqu'au bout, parce qu'il y a un indice à l'autre bout du monde qui est en train de nous montrer comment tout ça pourrait bien déraper, et c'est pas un indice américain pour une fois. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, on est le 20 juillet 2026, je suis Thomas Veillet, et au programme du jour, on a une guerre que le marché a décidé d'ignorer, un marché obligataire qui raconte une histoire complètement différente du S&P 500, un détroit d'Ormuz transformé en péage autoroutier, et la Corée du Sud qui est devenue, je pèse mes mots, le patron de la tech mondiale. Accrochez-vous parce que la semaine qui commence est peut-être la plus importante de l'été. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors reprenons depuis le début, calmement. Ce week-end, pendant que vous regardiez la finale de la Coupe du Monde, bravo à l'Espagne au passage, les États-Unis et l'Iran se sont tapés dessus comme jamais depuis le début du conflit. 9e nuit de frappe, l'Iran s'est officiellement retiré du cessez-le-feu, 3 militaires américains ont été tués sur une base en Jordanie, des frappes iraniennes en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. C'est une vraie guerre, pas une guerre sur Twitter, une guerre avec des missiles et tout et tout. Et le lundi matin, qu'est-ce qu'on voit sur les écrans ? Des futurs qui ne bougent pas d'un millimètre. Mais comment est-ce que c'est possible ? Un stratège américain a eu la formule parfaite hier soir. Après un week-end entier de doom scrolling, les marchés ont ouvert avec remarquablement peu de drame. Pas parce qu'ils sont détendus, parce qu'ils compartimentent. Compartimenter. Retenez ce mot, c'est peut-être le mot de la semaine. Le marché a pris la guerre, il l'a pliée soigneusement en plusieurs morceaux, il l'a rangée dans une toute petite boîte avec une étiquette « risque pétrolier régional ». Et hop, on ferme le couvercle, on passe aux choses sérieuses, les résultats trimestriels. Les psychologues appellent ça un mécanisme d'autodéfense. Moi, j'appelle ça du déni organisé, du déni institutionnalisé, du déni avec un terminal Bloomberg. Et le raisonnement collectif est fascinant de simplicité. Ça va bien se finir parce que Trump n'a pas le choix. Oui, c'est ça la thèse du moment, la thèse d'investissement de la planète entière ce matin. Trump n'a pas d'autre choix que de régler cette guerre une fois pour toutes, sinon il ne passera pas les midterms. Pendant que le leader suprême iranien, lui, n'a qu'une seule envie, se venger. Vous voyez un problème là au milieu de tout ça, une espèce d'hypothèse bizarre. Mais attendez, parce que ça devient encore mieux, pendant que tout le monde compartimente, regardez ce qui se passe dans le marché. Le SOX, le fameux indice des semi-conducteurs, le cœur nucléaire du trade de l'intelligence artificielle, est officiellement entré en bear market vendredi soir. Moins 20% depuis son record du mois de juin. Un bear market, le truc qu'on définit dans les manuels comme le moment où il faut commencer à s'inquiéter. Et pendant ce temps-là, les Magnificent Seven remonte tranquillement depuis 2 semaines. Apple a même récupéré vendredi son titre de plus grosse capitalisation américaine et donc mondiale. Et c'est pas parce que Nvidia elle baisse, c'est parce qu'Apple remonte fortement. Donc si je résume la logique du marché, les puces qui font tourner l'intelligence artificielle sont survalorisées, mais les boîtes qui dépensent des centaines de milliards pour acheter ces mêmes puces pour mettre dans leur data center, elles sont parfaitement valorisées. Elles crament du cash, d'accord, mais elles sont parfaitement valorisées. Cherchez l'erreur, prenez un café et cherchez encore. C'est comme dire les briques sont trop chères, mais le prix des maisons ça va. Le narratif de la semaine est donc écrit d'avance. La guerre c'est embêtant, oui, mais les résultats vont nous sauver. Enfin, normalement, Alphabet et Tesla mercredi, Intel jeudi soir, la tech va sortir le lapin du chapeau, comme d'habitude, comme tous les trimestres depuis plusieurs années. Et vous savez quoi ? C'est peut-être vrai.
C'est même souvent vrai, ce genre de truc. Mais ça ressemble de plus en plus à un type qui est en train de traverser l'autoroute en regardant son téléphone. Statistiquement, ça passe jusqu'au jour où ça passe plus. Et justement, pendant que tout le monde regarde les missiles qui pleuvent, le vrai film se joue ailleurs, sur un marché dont personne ne parle dans les dîners, le marché obligataire. Le 30 ans américain est repassé au-dessus des 5%. Et le 30 ans français est au même niveau qu'en 2008. Ça, j'y reviendrai bientôt dans une autre vidéo. Il n'y a pas si longtemps, un chiffre pareil déclenchait 3 émissions spéciales sur CNBC et 2 crises d'angoisse chez les gérants obligataires. Aujourd'hui, c'est un haussement d'épaule, à peine. Mais le plus dingue, c'est pas ça. Le plus dingue, c'est que les futurs, aujourd'hui, price désormais 29 points de base de hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année. De hausse, avec 60% de probabilité d'un premier tour de vis dès le mois de septembre. Réalisez bien ce qui vient de se passer. On a passé 2 ans à attendre des baisses de taux comme des gamins attendaient le Père Noël, 2 ans à guetter le pivot, et là, en 3 mois de guerre et de pétrole, on se retrouve directement à parier sur une hausse des taux. Et dans les salles de trading à New York, il y a même une rumeur qui est en train de circuler et qui dit que peut-être Kevin Warsh pourrait monter les taux déjà le 29 juillet. Dans 9 jours, c'est hautement improbable, d'accord? Mais le simple fait qu'on en parle, ça vous donne tout de suite un sentiment de l'ambiance actuelle. Merci qui, bien sûr, merci le pétrole, parce que le timing est absolument cruel. Il y a 3 semaines, l'inflation semblait enfin rentrer dans sa niche. Les chiffres de la semaine dernière avaient même surpris à la baisse. Le scénario de désinflation était beau, propre, replacé, clean, et bam, le Brent reprend 20% durant le mois de juillet et tout le scénario se retrouve par terre avec une énorme tache de massou dessus, une tache qui ne part pas au lavage. Et au milieu de tout ça, il y a Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed qui joue à Yoda, 2 jours d'audition au Congrès, imperturbable, 2 jours à répéter qu'il n'a aucune tolérance pour l'inflation. Et pendant 2 jours, pas une seule indication sur ce qu'il compte faire concrètement. Une star de la finance new-yorkaise a résumé ça magnifiquement. Il a dit « C'est de la chaleur en ce moment de la part de la Fed, mais pas beaucoup de lumière ». Pendant ce temps-là, Lori Logan, de la Fed de Dallas, réclame ouvertement des taux plus élevés et 9 membres du comité directeur de la Fed ont déjà crayonné dans le dot plot au moins une hausse dans leur projection pour 2006. 9 mecs de la Fed. Alors, petit rappel de mécanique financière, en 30 ans à 5%, ça veut dire que le placement sans risque rapporte de nouveau quelque chose. Vous investissez de l'argent et vous touchez 5% garantie sur 30 ans. C'est quand même mieux que zéro. Du coup, pourquoi payer 35 fois les bénéfices pour une boîte technologique quand l'oncle Sam vous sert du 5% garanti? La barre de valorisation est en train de monter directement en direction du ciel, justement. C'est mécanique. Et puis côté banque centrale, eh bien jeudi, ça sera au tour de la BCE. Statu quo attendu à 2,25. Mais avec un baril à $90, Francfort et Madame Lagarde vont devoir choisir leurs mots avec la délicatesse d'un neurochirurgien qui choisit ses ustensiles. Le marché price déjà une hausse pour le mois de septembre également du côté de la BCE. Vous ajoutez un yen à 162 au plus bas depuis 40 ans avec le Japon qui menace d'intervenir, un or qui glisse sous les 4000 parce que les rendements remontent et vous obtenez un marché obligataire qui raconte une histoire complètement différente de celle du S&P 500 pour l'instant. Le S&P dit « tout va bien », l'obligataire dit « l'argent recommence à coûter cher ». Et historiquement, quand les deux racontent des histoires différentes, c'est rarement l'obligataire qui se trompe. Bon, parlons 2 minutes du pétrole, et accrochez-vous parce que là, on entre dans la partie what the fuck de la vidéo. Le détroit d'Ormuz, 1/5 du pétrole mondial, vous l'avez déjà entendu, je crois, celle-là. Donc 1/5 du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz. En temps normal, c'est plus ou moins 100 navires par jour. Dimanche, il y en a 12 qui sont passés. 12 moins 52% de passage sur le week-end, et les 12 courageux, sur les 12 courageux, il y en a un qui a pris feu en route. Voilà, histoire de bien planter le décor, c'est plus un détroit aujourd'hui, c'est un niveau supérieur de Mario Kart. Et au milieu de ce chaos, Donald Trump a inventé le concept le plus américain de toute l'histoire de la géopolitique, un péage de 20% sur les cargos qui veulent passer le détroit. Bon, rassurez-vous, Trump a rétro-pédalé comme il sait tellement bien le faire dans les heures qu'on suivit. Pendant le week-end, une boîte d'analyse new-yorkaise a fait les comptes et a imaginé un scénario black sur le pétrole. Si le détroit reste fermé durablement, ils estiment que le Brent peut monter à $150. L'inflation monterait à 5%, la croissance
descendrait en dessous des 1% et la zone euro entrerait en stagflation quant à l'inflation britannique montée à 7%. Le marché n'y croit pas une seconde pour l'instant puisque les options price toujours un dénouement rapide et le retour du baril vers les 75-80. Sauf que, et c'est là que ça me chiffonne, tous les amortisseurs sont flingués, les stocks pétroliers de l'OCDE sont au plus bas de l'histoire récente, la Chine a déjà réduit ses importations de 40% en puisant dans leurs réserves, et des réserves, par définition, ça se vide. L'essence américaine repasse les 4 $ cette semaine. Les électeurs de Trump vont adorer faire le plein et adorer voter au mois de novembre. Autrement dit, le marché parie sur le scénario rose avec 0 coussin de sécurité si c'est le scénario black qui sort. Ah oui, et puis alors, Trump s'adressera normalement à la nation jeudi soir. Le sujet est un mystère, personne ne sait ce qu'il va dire, et le plus rassurant dans l'histoire, c'est qu'il y a de bonnes chances que lui non plus ne le sache pas encore. Et maintenant, c'est le moment que je vous ai teasé au début de la vidéo. L'indice qui fait vraiment peur en ce moment, c'est ni le S&P ni le Nasdaq, c'est le Kospi, la bourse de la Corée du Sud. Encore moins 3,6% ce matin, c'était fermé vendredi, souvenez-vous, et la semaine dernière, on a quand même perdu 9% sur l'indice. Samsung et SK Hynix, c'est moins 30% depuis leur sommet. L'indice a perdu 25% de sa valeur et 1000 milliards de dollars depuis le pic de juin. Alors, avant de sortir les mouchoirs, une précision qui change tout, le Kospi reste quand même en hausse de 62% sur l'année 2026, donc on va pas dire qu'on est en plein crash pour l'instant. Mais voilà, le truc que 90% des gens ratent, c'est que ce marché-là, c'est devenu l'espèce de berger du troupeau technologique mondial. La lumière dans l'espace, la corrélation entre le Kospi et le Nasdaq est montée à 0,46, un plus haut depuis 2 ans. Et c'est 3 fois sa moyenne historique. Concrètement, les gérants de Londres à New York checkent le marché de Séoul avant même que leur propre marché ouvre le matin. Pourquoi ? Eh bien parce que Samsung et Hynix fabriquent la mémoire qui nourrit les puces de Nvidia. Tout le trade IA mondial passe dorénavant physiquement par la Corée. Et ce marché coréen, il est piloté par quoi ? Eh bien par une armée de particuliers leveragés jusqu'aux dents, à tel point que Séoul a dû suspendre les nouvelles cotations d'ETF à levier sur actions individuelles. Quand un régulateur en arrive là, c'est que ça sent le cramer. Vous ajoutez encore une dernière couche, 70% du pétrole coréen vient du Moyen-Orient, vient du détroit d'Ormuz. Donc, le marché le plus nerveux du monde est exposé à la fois à la bulle IA et à la guerre du détroit d'Ormuz, et c'est lui qui donne le ton chaque matin à Wall Street. Et comme si ça ne suffisait pas, cerise sur le gâteau vendredi, le chinois Moonshot a sorti Kimi K3, un modèle d'IA open source qui prétend rivaliser avec le modèle de pointe d'Anthropic. Ça ne vous rappelle rien ? Oui, DeepSeek, le remake, même scénario, même angoisse existentielle, si l'intelligence devient gratuite, ou en tout cas beaucoup moins chère, pourquoi payer des centaines de milliards pour une infrastructure ? Et c'est exactement à cette question que l'on va devoir répondre cette semaine avec les publications des chiffres trimestriels. Bank of America attend 28% de croissance des bénéfices, dont les semi-conducteurs à plus 130 sur un an. Donc la barre, elle est posée sur le toit du monde, grosso modo. Pendant ce temps-là, Morgan Stanley nous apprend que le capex des grandes boîtes américaines a bondi de 27% sur une année, à 1300 milliards, et que le rendement du free cash flow est au plus bas depuis 20 ans. Donc tout le monde dépense comme si demain n'existait pas, et à partir de cette semaine, il va falloir prouver que tout ce capex produit des revenus et des marges, et pas simplement, je cite, une facture d'électricité plus élevée. Alors on résume le décor de ce lundi matin, on a une guerre que le marché traite comme une ligne de frais généraux, un pétrole qui ravive une inflation qu'on croyait domptée, des banquiers centraux qui redécouvrent le mot hausse et qui, entre nous, ont l'air de trouver ça plutôt cool, et un berger coréen complètement bipolaire qui guide le troupeau mondial, et une semaine de résultats qui devra prouver que la plus grande vague d'investissement de l'histoire du capitalisme sert à autre chose qu'à climatiser des data centers. Si Alphabet et Tesla rassurent mercredi, tout le monde oubliera Hormuz jusqu'au prochain missile. Et franchement, ça reste quand même encore aujourd'hui le scénario le plus probable. Vous avez vu ? J'ai dit un truc de positif. Mais si ça déçoit, eh ben le berger coréen mènera le troupeau droit dans le ravin. Et là, on découvrira tous ensemble que compartimenter, c'est comme fermer les portes étanches du Titanic. C'est très efficace sur le papier, sauf si la coque est déchirée sur toute la longueur du navire. Le marché a souvent raison de ne pas paniquer, c'est même sa grande force. Son petit problème, c'est qu'il lui suffit d'avoir tort une seule fois. Mercredi, on aura donc Alphabet et Tesla. Jeudi, la BCE et Trump face à la nation. Et on se retrouve demain matin pour en parler. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis, likez et partagez cette vidéo. Belle journée à tous.
Et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.